L'agriculture, principal secteur d'activité du monde rural, elle emploie la majorité de la population active pour des rendements médiocres. La Guinée est toujours à la chasse de l'autosuffisance alimentaire. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invitée qui n'est autre que Adiamba Fofana. Elle est présidente du Réseau national des femmes du rural. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On continue évidemment avec cette crise d'électricité. De crise en crise chez nous, mon cher Jacques Léwalé, on peut pas faire autrement, hein, sincèrement, je comprends pas parce que... Je crois qu'autour de la crise d'électricité aussi, il y a un discours qui n'est pas vrai, qui a été tenu. Parce qu'au lendemain de cette catastrophe, à côté de Kaloum, il avait été dit que l'OHFO n'était pas en manque. C'est ça, on dit les cuves qui contenaient le HFO n'avaient pas été impactées. Ce qui veut donc dire qu'en principe, les centrales thermiques qui sont à Conakry et donc qui permettent souvent de compenser le manque d'électricité venant de nos barrages ne devraient pas s'arrêter, donc devraient continuer à tourner. D'autant plus que la situation était meilleure l'année dernière à cette année. Donc je ne sais pas trop ce qui n'a pas fonctionné avec le HFO pour qu'on se retrouve dans cette situation. Au début, l'EDG communiquait, disait bon, on va connaître quelques perturbations, mais on pensait que c'était des perturbations d'1 à 2 heures par exemple de temps. Mais là, on est parti pour toute une journée, sauf que depuis une semaine maintenant, il y a certains quartiers qui commencent à être privés d'électricité pour toute une nuit, puisque le courant ne vient que la nuit. C'est vrai. Bon, y a des... Même à Tombolia, hein, voilà, hier j'ai vu un petit peu, je rentre à la maison, c'est juste catastrophique. Donc il y a des quartiers qui sont là, on pratiquement pas. dans le noir. Justement, alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette histoire? Parce qu'on parle de bateau électrique qui était là. Non, je pense pas. Hein. C'était la centrale électrique qui était là. Qui était là, justement. Alpha avait fait venir et qu'il a laissé. Et quand le CNRD est arrivé, il a estimé qu'on était en train de payer parce que le contrat, hein, on l'avait. Je crois qu'on a eu le temps de commenter l'histoire de ce bateau ici. C'est que le bateau, qu'il fournisse de l'électricité ou pas, l'État guinéen devrait payer. Je sais pas combien de millions de dollars ça se chiffrait. En tout cas, on devrait continuer à payer. Mais ça aidait quand même lorsque les centrales, les centrales thermiques étaient en difficulté et que les barrages. On est en période d'étiage là, mon cher ami. En période d'étiage, c'est le bateau là qui continuait, n'est-ce pas, à donner. Donc le CNRD, au lieu de suspendre, a tout simplement demandé au bateau de partir. Donc on l'a chassé comme malpropre et qui est parti. L'autre chose... Et selon le journal Jeune Afrique, le CNRD est en train... les négociations... le départ même du bateau, il faut le préciser, Jacques, si tu permets, je vais faire comme mon homonyme. Alors, le départ du bateau, il y avait des éléments d'information comme quoi le président Alpha Condé, avec qui le contrat a été signé, percevait quelque chose comme pourboire. On estimait. Alors, donc ils ont lui couper les vivres. Mais en tout cas, des indiscrétions que j'ai eues contre tout le monde, le secrétaire général du ministère de l'énergie, un certain Keita, je crois, était le seul qui conseillait au président de maintenir le bateau. Mais tout le monde disait non, il faut laisser le bateau partir. Il dit on laisse le bateau partir, on paiera plus qu'on paye aujourd'hui. Mais on dit non. Bon, puisque les voix du seul contre tout le monde. Voilà, mais de renégocier. Mais il était seul. Contre mes informations, il était seul contre tout le monde. Donc le bateau, on l'a lâché partir. Le bateau étant parti, on a constaté qu'on paye, comme il avait effectivement prédit, on paye plus sans résultat. On paye plus sans résultat. C'est incroyable. Et le détail qui avait échappé tout le monde à l'époque, c'était de ne pas voir que celui qui était ministre de l'énergie vendait de l'électricité à l'État guinéen. Donc c'est Abéchila. Donc c'était tout bénef de voir, c'est pas un bateau partir qui serait un concurrent, quoi qu'on dise, qui vend aussi de l'électricité à la Guinée. Donc ça a échappé à tout le monde. Et qui vendait un peu plus cher que lui. L'affaire du bateau a été gérée de cette façon.
finalement, la crise est restée. Mais il y a également un autre débat. Elle est toujours là, cette crise. J'ai jamais vu notre pays comme ça barrage, depuis autour des barrages. 7 ans maintenant, sincèrement. C'est fou. J'entends dire que nous sommes en période d'étiage, ce qui fait que la situation est assez compliquée. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Mais l'autre chose, c'est que je crois pas que le climat ait changé en une année. Parce que l'année dernière, c'était pratiquement la même chose. Je suis bien d'accord qu'en période d'étiage, généralement, les barrages connaissent des difficultés, donc ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Ce qui fait que finalement, on va se retrouver en crise. Mais les centrales et puis ces bateaux permettaient quand même de compenser cette crise-là. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes en difficulté majeure. La capacité que nous avons ne nous permet pas de subvenir aux besoins des populations. Qu'est-ce qui va être le choix finalement du gouvernement? Sans oublier les pertes d'énergie sur les lignes de transport qui sont vétustes. Pas que ça, en fait, il y a des répercussions à tous les niveaux. Il y a des répercussions à tous les niveaux aujourd'hui. Voilà. C'est un système de business en réalité, parce qu'on connaît le problème. Mais en résolvant le problème, il y a des bouches qui vont être fermées. Évidemment. Il y a des gens qui ont des business qui vont être fermés. Donc, il faut maintenir. Mais que fait-on de l'intérêt commun? Mais sincèrement, ils s'en foutent. Lamine, tu parles d'où là? Ils s'en foutent éperdument. C'est pas leur affaire. C'est pas leur affaire. Aujourd'hui, on parle de lutte contre la corruption, CRIEF, entre autres, mais ça n'effraie pas les actuels dirigeants. Ça ne les effraie pas parce que on a des infos de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe au Sénégal, peut-être contrairement au régime précédent. Eux, ils se méfient un peu des constructions, des achats de bâtiments au Sénégal. On court vers la Côte d'Ivoire parce qu'on trouve là une ouverture. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est notre sujet. En réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui du business qui est entretenu dans cette affaire. Dans le secteur de l'électricité. Dans le secteur de l'électricité. On connaît le problème, mais le résoudre. Qu'est-ce qui bloque, Daouda Mohamed? On est chez les GG, on se dit tout, mon cher ami. Je suis en train de vous dire, Lamine. On connaît le problème. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui investir sur le transport d'électricité. C'est vrai qu'on dise qu'en période d'étiage, les barrages produisent en dessous de leur capacité. Mais cela ne veut pas dire que les barrages ne produisent pas. Les barrages produisent peut-être pas en quantité suffisante, mais aujourd'hui, il faut investir dans le transport. Aujourd'hui, que ce bateau va revenir à Conakry ou pas du tout? Le bateau turc? Non, le bateau doit revenir. Le bateau doit revenir parce que les négociations... Je pose la question. Il y a des négociations. Si, évidemment, ça aboutit, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le bateau doit revenir. Carpowership, vous savez, on avait dit la semaine dernière que justement, suite au passage de jeune Koulibaly, cet expert du secteur qui a même écrit un livre, qui était notre invité ici il y a 2 semaines, Moussa Koulibaly, nous avions déjà eu la semaine dernière des alertes. Donc quoi, effectivement, le gouvernement avait commencé à négocier. Et là, patatras, c'est Jeune Afrique ce matin qui lâche aussi la bombe. Carpowership est effectivement en négociation avec qui? Le gouvernement, et même eux ils disent directement avec le général des généraux, donc qui serait en négociation. Ça dépend désormais sous quelles conditions. Justement. On va négocier. Non, déjà le faire revenir, maintenant les Turcs sont en position de force. À l'époque, ils ne voulaient pas perdre le marché. Il aurait été plus facile de négocier avec eux à l'époque, de renégocier le contrat, que maintenant. Maintenant, ils sont en négociation, ils sont en position de force. Et puis, la vérité, c'est quoi? Il n'y a pas que dans le transport aujourd'hui qu'il faille investir, même dans la production. On vous dit que nos barrages ont un souci à cause des questions environnementales, à cause de la manière dont les barrages sont construits, parce qu'ils sont complémentaires les uns avec les autres. Mais on vous dit que ça ne suffit pas, parce que le niveau baisse pendant presque la moitié de l'année. Parce que déjà à partir de décembre, janvier, l'étiage commence. Donc, les grandes pluies n'arrivent maintenant, vous le remarquez, que pratiquement qu'en juillet, maintenant. Donc pendant 6 mois, on doit serrer la ceinture. Pendant 6 mois, se batailler avec les moustiques. Là. Alors Lamine, oui. Un pays aussi des grandes gueules, avec une énergie qui coûte nettement moins cher, que eux tous connaissent, mais ils ne veulent pas y penser. C'est le solaire.
Depuis combien d'années on parle du solaire? Ça, c'est un autre... Non. C'est un autre dossier, ça, Mohamed. Non. Tu as dit comment résoudre le problème. Mais c'est ce qu'elle dit. Le solaire, on sait ce qui s'est passé avec... Non, le chinois est mort. Le chino-coréen de Kassori ne réveille pas les morts, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, d'abord, en termes de production, il faut nécessairement diversifier les sources. N'oubliez pas que ces barrages-là, en réalité, sont à la Chine. C'est des barrages chinois. Évidemment. Construits avec l'argent chinois. Ouais. Et il faut amortir. Et l'État, quand l'État dit ça nous coûte cher, en réalité, les Chinois nous vendent. Cher. Non, ils nous vendent l'électricité produite avec nos eaux. Ouais. Et ils se disent, si vous n'entretenez pas votre environnement, nous, en tout cas, dans 30 ans, même si la Guinée est désertique, on aura déjà récupéré nos sous, on va partir. C'est ce qu'on appelle amortir, évidemment. Donc déjà, il faut diversifier les sources de production. Ouais. On peut penser à l'éolienne dans des petites localités, par exemple, du Fouta Djallon. C'est vrai. Mais le solaire, il faut y aller. Sinon, qu'est-ce qui est en train de se passer? La région forestière, la Haute-Guinée, vont être tributaires de l'énergie produite au Mali et en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous avez vu ce qu'ils font maintenant? Ils vont chercher Agrico, ils vont chercher même des bateaux pour venir produire chez eux. Ils ont même des centrales à gaz, ils surproduisent pour revendre aux pays environnants. C'est vrai. Ils ont raison. Mais bien sûr. Il y a un marché qui est disponible. Et le Sénégal, le jour où la CAF va donner la canne au Sénégal, vous allez voir ce qui va se passer. Ils viendront construire des centrales pas loin justement de nos frontières, de Koundara, parce qu'ils savent qu'il y a un marché en Guinée. Nous, on va continuer à acheter seulement au moment où la France dit, on avait dit qu'on sortait du nucléaire. Non, revenons vers le nucléaire parce qu'on ne peut pas, pour une question de souveraineté, on ne peut pas continuer à acheter le manque à gagner. Quand on se rappelle qu'on nous disait qu'on va bientôt vendre. Nous aussi. Allez, Jacques, pardon. C'est ce qu'on nous a dit. Nous sommes avec Alpha, on a dit qu'on va vendre le carburant. Nous sommes à l'ère d'Oumbouya. Nous sommes à l'ère d'Oumbouya, mon cher ami. Les promesses de Koro. Voilà, oubliez Koro, s'il vous plaît. Les promesses de Koro, il y a 12 volumes. Il y a 12 volumes qu'on a sur nos placards. On peut les laisser. En tout cas, lui, à son temps, il y avait l'électricité quand même, les gars. Reconnaissez-le. Voilà. Au moins, reconnaissez-le. Il n'y a pas photo. J'ai dit, c'est une chose que Alpha a réussi. C'est vrai, malgré toute la magouille autour du secteur de l'électricité, mais au moins il a réussi à allumer nos ampoules. Maintenant, de l'autre côté, le business que vous dénoncez, il y a ce journal-là de Lamine Monument. Je pense même que tu as un numéro ici. J'avais fait un article à la une là-dedans. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Prends le temps de lire pour comprendre comment les centrales fonctionnent. C'est tout un business. Tu as des démarcheurs qui vont chercher des centrales. Ils arrivent, les centrales sont là. Les centrales sont en concurrence les unes avec les autres. Est-ce que tu sais que l'État n'a même pas le même prix d'achat du kilowattheure avec les centrales? Chaque centrale négocie ses propres prix. Mais bien sûr. Donc, vous imaginez dans un tel pays, si on commence à avoir suffisamment comment on appelle ça, de capacité à produire, ces centrales vont finir par partir. Mais bien sûr. Et or, là-dedans, qui sont les démarcheurs? C'est des Guinéens. Et il y a même des Guinéens qui sont maintenant des promoteurs de centrales. Vous avez parlé tantôt de Abessila. Alors, on a Cassius aussi. Donc, il y a tout ça. Donc, déjà en région, il faut diversifier, il faut investir sur les lignes de transport. Et là, il ne faut pas l'oublier. Pour ces lignes de transport, ce sont, si vous voulez, des investissements lourds. C'est toujours des organisations internationales, des banques à l'international qui financent ces projets-là. Avec les garanties du FMI, il faut négocier, parce que c'est des prêts lourds, il faut négocier avec le FMI, la Banque mondiale, il faut négocier avec tout un tas de monde. Mais pour un gouvernement qui est un gouvernement de transition, il y a des choses que vous ne pouvez pas négocier. Vous commencez, mais vous ne pouvez pas terminer. Parce qu'il y a des règles aussi à l'international. Bien sûr. C'est un pays, qu'on le dise ou pas, c'est un pays à haut risque. Donc les gens, pour passer de l'argent à la Guinée, on est allé chercher 3 milliards de dollars là. Il va y avoir des promesses. Les grandes dettes. Mais attendons de voir à la fin de l'année combien, oui, ça commence à la fin de l'année, combien vont arriver. Alors que les autres, quand tu vois des pays comme le Ghana, ils vont sur les marchés, ils lèvent des fonds. La Côte d'Ivoire va sur les marchés, ils n'ont même plus peur. Les Ivoiriens, d'ailleurs, c'est des champions aujourd'hui de l'endettement. Il ne faut pas trop non plus encourager. Il faut écouter un peu les Sénégalais en ce qui concerne l'autoroute. Avec Wad et tout ça. C'est un autre débat. Mais sauf que la Côte d'Ivoire, c'est un autre niveau de surendettement. Mais ils n'ont pas peur. Vous savez pourquoi? Ils sont crédibles. Et ils sont solvables. Ils savent qu'ils assainissent leurs finances publiques. Et par conséquent, l'argent qui rentre, c'est géré. Ça ne va pas acheter des maisons au Texas. Ça n'achète pas de maisons à Cocody en Côte d'Ivoire. Ça n'achète pas de maisons en France. Ça ne va pas arnaquer des
des patrons, des manias ici, des sociétés pour leur dire, si tu ne donnes pas de maison, tu sais, tu as un dossier, on va t'envoyer à la CRIEF. Quand c'est comme ça, vous savez, quand les gens là viennent, quand ils veulent prêter de l'argent à un pays, ils vont sur Internet, ils vont s'informer, ils lisent des rapports. Bien. Ils savent que la Guinée est gangrénée aujourd'hui par une corruption qui a crevé tous les plafonds. À mon avis, le niveau de corruption aujourd'hui de la Guinée, à mon avis, ce n'est qu'une perception. Et là, je parle de perception du niveau de la corruption, a explosé tous nos records. Je pense qu'on est de loin, on a dépassé le niveau qu'on avait atteint sous Alpha Condé. Je pense sincèrement que aujourd'hui, les gouvernants actuels font tout pour essayer de donner cette mauvaise image de notre pays à l'international. Parce que vous prenez un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, je parle des médias, la liberté d'expression, les syndicats, enfin bref, ça part dans tous les sens. Quelle solution justement pour cette crise d'électricité? J'aimerais ramener ici, rapporter ici l'équation des citoyens en ce moment. Sous Alpha Condé, on dit que le courant c'était une mère de famille et il était permanemment à la maison. En fait, matin, midi, soir, il s'occupait de la maison, le courant. Maintenant, dès le début du CNRD, le courant est devenu un fonctionnaire. Ça sort le matin et puis ça revient le soir. Ça reste à la maison que la nuit. Bientôt, il va devenir fouillanté. C'est-à-dire qu'il va partir un jour, 2 jours, 3 jours, personne ne sait là où il se trouve. Et après, il revient quand il veut. Des grandes gueules. Moi, je trouve que la mine, le seul problème de la Guinée dans le secteur de l'électricité, c'est la corruption. Moi, je ne peux pas comprendre que ceux qui ont été virés à la direction des EDG pour avoir magouillé sur les majoutes qui devraient faire fonctionner les tribunes de Tombo, etc., soient aujourd'hui les conseillers du président. Chacun veut retrouver sa part. Qui ça, Mohamed? Non, attendez. Non, c'est trop facile. Non, oui, c'est trop facile quand tu dis que ce qui est facile. À un moment donné, il faut dire ce qui est facile à un moment donné. Mais non, je suis en train de dire la mine. Tu ne peux pas te permettre, c'est pas possible. Si, non, la facilité, ce n'est pas dans notre abonnement, Mohamed. Ça viendra. Mais non, pas du tout. Alors vérifiez. Ce n'est pas dans notre abonnement. Parmi les conseillers du président, il y a un ancien directeur qui a été viré, DDG qui avait été viré parce qu'il a magouillé sur la qualité de mazout qui devrait faire fonctionner les tribunes, ils n'ont pas apporté la bonne qualité. Vous savez la mine. Mais non, je ne sais pas. D'accord, tu m'apprends justement. C'est qui? Je vous en informe. La mine. Donc du coup, je pense que chacun se trouve, chacun dans ce domaine-là, je dirais pas. Il n'est pas le seul qui a été viré. Il n'est pas le seul. Celui qui a été viré pour des grandes gueules. Donc je suis en train de dire la mine aujourd'hui. Si on a rompu le contrat, si on a rompu le contrat avec le bateau, c'est parce qu'on ne trouvait pas son choix dedans. En réalité, ceux qui ont négocié. Si aujourd'hui nos barrages ne fonctionnent plus, c'est parce qu'on ne trouve pas son choix dedans. Quiconque n'arrive pas à retrouver son peu dans les contrats de négociation est prêt à reprendre, même si celui-ci, donc le contrat est bon pour le pays. On ne voit pas ce qui est bon pour le pays, on voit ce qui est bon pour l'intérêt général. Il n'y a pas d'électricité à produire. Nous sommes aujourd'hui capables de produire l'électricité que nous consommons ici. Le discours à dire que nous pouvons revendre l'électricité, c'est pas faux, la mine. Quand vous regardez, quand vous écoutez les spécialistes, c'est pas faux ce qui est en train d'être dit. Sauf que le chemin qui doit mener à ça est joncé d'intérêts personnels défendus par des personnes qui ne pensent qu'à leur poche et pas justement au bien du pays. Comme on dit en Cancan. Tu te rappelles l'exemple de Cancan? On a préféré commander des groupes avec les Libanais à un prix exponentiel. Tu te rappelles, on va louer avec les Libanais alors qu'on s'est rendu compte que 2 mois de fonctionnement suffisaient à acheter les mêmes groupes. Donc le problème de l'électricité en Guinée, c'est le problème de corruption. Mais la mine, il y a un point que les gens n'évoquent pas. La pipe est rapide à dire le nombre d'entreprises créées par an ou par mois. C'est énorme. Mais on ne dit pas le nombre d'entreprises qui ferment, surtout en ce moment où il n'y a pas d'électricité. Les petites et moyennes entreprises, formelles ou informelles, ça cesse de travailler. Les grosses entreprises aujourd'hui ont les difficultés à faire fonctionner. Même les sociétés de téléphonie vous disent que lorsqu'il n'y a pas de courant, nous on s'était habitués, parce qu'avant, quand on savait qu'il n'y avait pas de courant, il y avait des groupes électrogènes, il y avait des systèmes solaires et tout ça. Ouais, je vois ça. Il y a un citoyen qui m'a appelé de Kobaya, où je ne sais de quel quartier exactement, où aujourd'hui Orange ne fonctionne plus. Je veux dire, quand l'électricité coupe, c'est terminé. Les fournisseurs d'accès Internet, tout le monde est impacté. Non, les fournisseurs d'accès Internet aussi, parfois, il n'y a pas Internet à la maison, dans des foyers, parce que le site
parfois, sont en manque de carburant. Mais je l'ai vérifié, même votre téléphone. Eh ben voilà. Moi, à 17h, on tentait de m'appeler, on n'arrivait pas à me joindre. À partir de 18h, 19h, dès que le courant arrive, j'ai tenté de t'appeler. Dès que le courant arrive, vous recevez la qualité de la connexion redevient tout juste bonne, et puis la qualité de l'appel, le soir, ça marche, etc. Donc, il y a des entreprises qui ferment, et on n'est pas en train de le dire. Là, mais il n'y a pas d'argent. Les grosses entreprises aujourd'hui, on a saisi leur, comme je l'apprends, on a saisi leur compte bancaire, on les a même débités parce qu'ils doivent à l'État. Ils doivent à l'État, c'est vrai. Mais l'État a besoin d'argent. On a pioché chez les banques. On les a obligés à leur donner de l'argent. On a pris chez les grosses entreprises. Mais on a été prévenu de toute façon qu'il fallait serrer la ceinture. Oui, serrer la ceinture pendant ce temps. Allez-y dans les bras de mer. On fait des remblais, on construit des maisons là-bas. Je crois que cette histoire d'explosion va être l'excuse permanente comme Ebola était l'excuse sous Alpha Condé. Mais laisse Alpha Condé tranquille. Non mais quand même. À chaque fois qu'on parle, on dit les grandes gueules. l'explosion nous a donné. Laisse Alpha tranquille. Il ne faut pas que ça devienne une excuse. Laissez Alpha Condé tranquille les gars. Mais non mais on est au temps du CNRD les gars. Mais je n'ai fait qu'une comparaison, Lamine. Mais non. J'ai dit, il faut éviter que cette explosion devienne une excuse permanente. Dès qu'il y a un problème, la crise sur l'explosion va durer parce qu'il y a des intérêts dedans. La mine le général Lamine ne veut pas que tu invoques le nom de son papy là. N'allait pas exister en fait. Voilà, il faut parler de l'actualité, mais n'invoque pas le nom du papy. Non, c'est pas ton micro. Je vais comme la hack ce matin. Le papy, c'est papy, il était là. Allez-y Mohamed. Donc Lamine, moi je continue à croire effectivement que le problème de l'électricité en Guinée, d'abord, le manque d'électricité ces derniers temps cause plus de dégâts parce que ça fait fermer plus d'entreprises et ça nous met dans plus de difficultés. Ça nous fait reculer. On n'a pas signé pour ça, Lamine. Au départ, on n'a pas signé pour ça. Quand on a applaudi, on n'a pas signé pour ça. Moi, j'ai pas envie de dire qu'on regrette Alpha Condé, mais c'était largement mieux en termes d'électricité. Enfin, j'ai envie de dire, c'était largement mieux, Lamine, il faut le dire. S'il faut le regretter, il faut le regretter. On n'a pas d'électricité aujourd'hui, on n'a pas de courant, on n'a pas de téléphonie, on n'a pas d'internet, on n'a absolument rien. Non, je ne demande absolument pas pardon, c'est son rôle qu'il devrait, il devrait le faire en fait. C'est parce que nous sommes trop minimalistes qu'on fait des comparaisons avec ce qui est passé. Sinon, on devrait nous comparer aujourd'hui à ce qui devrait venir en fait. Mais malheureusement, on est minimaliste, on accepte, on se dit, c'était toujours mieux quand c'était Sékou Touré, le pays était mieux organisé et puis il n'y avait pas de criminalité. C'est toujours mieux avant d'ailleurs. C'est ça le Guinéen d'ailleurs. C'est ça, malheureusement. J'ai envie de dire, Lamine, et là je vais vous étonner, parce que moi, j'ai pas envie que les gens là ils partent. J'ai pas envie qu'ils partent tout de suite, non, non, c'est le régime. J'ai pas envie qu'ils partent parce que on a toujours souhaité que les gens ils partent. On a souhaité que le président quitte, que le premier ministre soit limogé, que les ministres changent. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui qu'on cherche la politique à résoudre. Du chaos. Je veux qu'on cherche à résoudre les problèmes et non les hommes. Il faut trouver les moyens de les obliger à faire bien. Il faut trouver les moyens de pouvoir lutter contre la corruption avec ceux qui sont là, pour que ceux qui arrivent ne se le permettent pas ni la volonté. Mais justement. Il faut les obliger à l'avoir. La compétence. Qu'est-ce que vous appelez? C'est là-bas ils vont avoir la compétence? Non, attendez. Ça ne se force pas tout ça. Hein. Non. C'est là-bas? Non. Ils sont. L'apprentissage. Dis donc 2 ans de stage. L'apprentissage, c'est pas quand même. Même la loi dit 3 mois de stage, ça suffit. Si tu veux renouveler, c'est une seule fois. Je trouve. 2 ans de stage. Je les trouve pas médiocres par contre, Mohamed Mara. Je trouve qu'il y a des bons cadres parmi eux. Tu as vu? Tu vois déjà comment tu en parles? Et je trouve. C'est que le nombre est très minime par rapport. Tu t'entends parler. C'est le nombre qui sont. C'est le nombre minime là qu'il faut porter. Et on les laisse pas travailler. C'est avec eux qu'il faut construire justement. On les laisse pas travailler. Il faut les obliger à les laisser travailler. On a mis des tocards complètement pour prendre les décisions pendant que les meilleurs qui travaillent sur le plan technique ne sont pas valorisés et ne sont pas écoutés. Comment ça fonctionne, l'ami. Mais tu l'as dit, même quand les solutions sont proposées. Bien. Non, toi-même tu l'as dit. Pour l'électricité, le secrétaire général par exemple du ministère de l'énergie. Alors là, tes sources sont bonnes parce que j'avais eu les mêmes informations. À l'époque, c'est un technicien. Il leur a dit, ne le faites pas. Pourquoi ceux qui doivent prendre les décisions n'ont pas écouté? Parce que leurs décisions étaient, leurs intérêts étaient ailleurs. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec vous, avec toute l'équipe évidemment. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous aimez cette émission. Les grandes gueules.